Salut, je suis Evelyne et tu ne croiras jamais ce qui m'est arrivé. Bienvenue sur la chaîne Histoire d'infidélité. Je n'aurais jamais imaginé qu'un seul mensonge, une décision impulsive prise sur un coup de tête, pourrait déclencher une telle spirale, quelque chose qui détruirait tout ce que je pensais contrôler. Ma vie avait toujours été un équilibre délicat entre responsabilité et désir, entre répondre aux attentes et rechercher quelque chose de plus. J'ai toujours cru que je pouvais tout gérer, que j'étais plus intelligente que les conséquences de mes actions. Mais l'Espagne a tout changé. Ce qui avait commencé comme une bouffée de liberté, un moment de clarté au milieu du chaos des préparatifs de mariage, s'est rapidement transformé en le chapitre le plus sombre de ma vie. Un chapitre dont je n'arrivais pas à tourner la page. En y repensant maintenant, je réalise que cette histoire n'a pas commencé en Espagne. Elle a commencé bien avant cela. Elle a commencé le jour où j'ai rencontré Jacques. Le jour où j'ai rencontré Jacques est gravé dans ma mémoire comme l'odeur du café fraîchement préparé et le goût des fraises mûries au soleil. C'était un de ces après-midi parfaits, ensoleillés, où la ville semblait débordante de possibilités. L'air était vif, le genre de journée où tu crois que tout peut arriver. Et à l'époque, je le croyais. Je venais tout juste d'obtenir mon diplôme, l'esprit libre, débordante d'excitation, d'idées et de rêves de voyage. Mon plan était de conquérir le monde, de poursuivre l'aventure et de ne laisser aucun coin du globe inexploré. Je voulais plus qu'une vie conventionnelle. Je voulais la passion, l'excitation et surtout la liberté. Et pourtant, en même temps, une part de moi était fatiguée de courir. Après des années de décisions impulsives, de relations précipitées et de déceptions, une partie de moi aspirait à quelque chose de plus stable. C'est là que Jacques est entré en jeu. Quand je l'ai vu pour la première fois, j'ai été frappée par son apparence tranquille. Il n'était pas comme les autres hommes que j'avais fréquentés. Leur énergie chaotique, leurs ambitions sauvages et leurs natures imprévisibles m'avaient attirée, mais m'avaient aussi épuisée. Jacques, c'était différent. Il y avait quelque chose de calme en lui, quelque chose de rassurant dans son sourire doux et dans la manière dont ses yeux croisaient les miens. Il était solide, le genre de personne qui n'a pas besoin de parler beaucoup pour te faire sentir en sécurité. Nous nous sommes rencontrés grâce à des amis communs, et dès le moment où nous avons commencé à parler, tout semblait facile. Il n'y avait pas de faux-semblants, pas de jeu. Nous étions assis à une terrasse de café au bord de l'eau, et je me souviens de la manière dont la lumière se reflétait sur les vagues derrière lui alors que nous parlions de tout et de rien. Il m'a demandé de mes voyages, de mes projets d'avenir, de mon rêve de faire le tour de l'Europe. Avec un sac à dos, il m'écoutait d'une manière qui me faisait sentir entendue, comme si mes grandes ambitions n'étaient ni ridicules ni irréalistes. J'ai toujours voulu aller en Espagne. Je me souviens avoir dit « Barcelone est en tête de ma liste. L'art, la musique, l'énergie. Je m'imagine très bien me perdre dans cette ville. » Le sourire de Jacques s'est élargi et il y avait une admiration silencieuse dans ses yeux. « Tu t'intégrerais parfaitement là-bas. Tu as cet esprit, a-t-il dit. C'est là que j'ai réalisé que Jacques me voyait différemment de tous les autres. Il ne cherchait pas à me dompter ou à me mettre dans une case. Il appréciait mon agitation, mon désir de voir plus loin, et cela signifiait tout pour moi. Je pensais avoir trouvé quelqu'un qui ne m'étoufferait pas, qui me laisserait être libre tout en m'offrant la stabilité dont j'avais commencé à avoir besoin. Notre relation n'a pas tardé à se développer. La stabilité de Jacques compensait ma spontanéité. Il était la force d'ancrage dont je ne savais pas que j'avais besoin, et pendant un moment, j'ai cru qu'avec lui, je pouvais avoir à la fois l'aventure et le réconfort. Nous explorerions le monde ensemble, mais nous construirions aussi un foyer. 2 ans après le début de notre relation, Jacques m'a demandé en mariage. Nous étions dans le même café où nous nous étions rencontrés, le soleil se couchant derrière lui, alors qu'il sortait nerveusement une petite boîte en velours de sa veste. Je pouvais voir qu'il essayait de cacher son anxiété, mais ses mains tremblaient alors qu'il me tendait la boîte. « Evelyne, dit-il d'une voix douce, je veux partager chaque aventure, chaque moment avec toi. Veux-tu m'épouser ?» J'ai hésité. Pas parce que je ne l'aimais pas, je l'aimais,
mais parce que je n'étais pas sûre d'être prête à renoncer à cette part de moi qui désirait encore quelque chose de plus. J'ai fixé la bague pendant ce qui m'a semblé une éternité, mon cœur battant la chamade. Elle était belle, simple mais élégante, tout comme Jacques lui-même. À ce moment-là, je pouvais voir notre avenir se dérouler devant moi, sûr, prévisible, stable. Mais j'ai dit oui. Je me suis convaincue que c'était la bonne décision, que je pouvais m'installer dans la vie que Jacques m'offrait sans perdre qui j'étais. Après tout, n'était-ce pas la stabilité que je cherchais secrètement? Quelqu'un pour m'ancrer, pour m'empêcher de dériver trop loin? Les mois qui ont suivi ont été remplis de préparatifs de mariage et de recherche de maison. J'aurais dû être heureuse, j'aurais dû me sentir excitée à l'idée de la vie que nous étions en train de construire ensemble. Mais à la place, je me sentais agitée. Chaque discussion sur les arrangements floraux ou les palettes de couleurs ne faisait que me rappeler les aventures que je laissais derrière moi, les rêves que je n'avais pas encore réalisés. J'ai commencé à avoir l'impression d'étouffer sous le poids des attentes, les miennes et celles de Jacques. Je l'aimais, mais je n'étais pas sûre d'être prête à renoncer à la liberté que j'avais toujours chérie. C'est alors que j'ai évoqué l'idée d'aller en Espagne. Je ne savais pas vraiment ce qui avait déclenché cette pensée. Peut-être était-ce la pression des préparatifs du mariage ou la réalisation que ma vie allait changer d'une manière à laquelle je n'étais pas entièrement préparée. Quoi qu'il en soit, l'idée de m'échapper pendant un moment, de me perdre dans une ville que j'avais toujours rêvé de visiter, me semblait être la réponse à une question que je ne m'étais même pas posée. Ce n'était qu'une conversation anodine au début. Jacques et moi étions assis sur le canapé, entourés de magazines de mariage et d'échantillons de tissus. Je fixais une palette de couleurs depuis ce qui me semblait être des heures, mon esprit vagabondant, quand soudain j'ai lâché cette phrase. Je pensais, peut-être que je devrais faire un voyage en Espagne avant le mariage. Tu sais, une dernière aventure avant que tout ne change. Jacques m'a regardé, les sourcils froncés, confus. L'Espagne, avant le mariage? Oui, ai-je dit en essayant de paraître détachée. C'est juste, on va se marier bientôt et j'ai l'impression de ne pas avoir eu l'occasion de vraiment faire quelque chose pour moi. J'ai toujours voulu y aller et c'est peut-être ma dernière chance avant un moment. Jacques est resté silencieux pendant un moment et je pouvais voir l'incertitude dans ses yeux. Je ne savais pas vraiment ce à quoi je m'attendais, mais une partie de moi craignait qu'il me dise non, qu'il me demande de rester, de me concentrer sur le mariage et notre avenir. Et s'il l'avait fait, peut-être que les choses auraient pris une autre tournure. Mais Jacques n'était pas comme ça. Il me faisait confiance, même quand il ne comprenait pas entièrement pourquoi j'avais besoin de ça. « Si c'est ce que tu veux, vas-y », a-t-il dit, d'une voix douce mais ferme. « Je veux que tu sois heureuse. » J'ai souri, mais au fond de moi, je ressentais une pointe de culpabilité. Jacques était toujours si compréhensif, si prêt à me laisser être moi-même, même quand il ne comprenait pas pourquoi j'étais agitée. Il n'avait jamais essayé de me mettre en cage, jamais demandé que j'abandonne mes rêves. Et en retour, j'étais sur le point de le trahir. Arriver en Espagne a été comme entrer dans une autre vie. L'air était chaud et empli du parfum de l'eau salée et des fleurs. L'énergie trépidante de Barcelone m'a immédiatement engloutie, me donnant l'impression de faire partie de quelque chose de plus grand, de plus vibrant que la vie que j'avais laissée derrière moi. Pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression de pouvoir respirer. Je n'étais plus Evelyne la fiancée, je n'étais plus la femme qui s'apprêtait à s'installer dans une vie de mariage et de domesticité. J'étais juste Evelyne, seule dans une ville étrangère, libre de faire ce que bon me semblait. J'ai loué un petit appartement au cœur de Barcelone, le genre d'endroit qui avait du charme et de l'histoire gravée dans ses murs. Depuis ma fenêtre, je pouvais voir les rues sinueuses remplies de cafés, de touristes et d'habitants vivant leur vie. Je passais mes journées à explorer la ville, l'architecture époustouflante de Gaudí, le musée Picasso, le quartier gothique avec ses ruelles étroites et ses cours cachées. Et le soir, je me promenais jusqu'à la plage, laissant le bruit des vagues effacer mes soucis. Je ne pensais pas au mariage, à Jacques, ni à la vie que j'étais censée retrouver. Je me laissais emporter par le moment, par la beauté de la ville. Mais au fil des jours, l'agitation revenait peu à peu. Barcelone était tout ce dont j'avais rêvé, mais ce n'était pas suffisant.
il me manquait encore quelque chose que je n'arrivais pas à définir. Je voulais plus qu'une simple escapade, je voulais me sentir vivante à nouveau. C'est alors que j'ai rencontré Raphaël. C'était une nuit chaude et douce quand je l'ai vu pour la première fois. J'étais dans un petit bar local près de la plage, sirotant un verre de vin et écoutant la musique qui remplissait l'air. La pièce était faiblement éclairée, remplie des bavardages des touristes et des habitants, et pendant un instant, je me suis sentie invisible, juste un visage dans la foule, anonyme. Puis, je l'ai vu. Il était appuyé contre le bar, sa posture détendue, mais il y avait une certaine intensité en lui qui a immédiatement capté mon attention. Ses yeux sombres parcouraient paresseusement la salle, mais lorsqu'ils se sont posés sur moi, j'ai ressenti un choc électrique passer entre nous. Il a souri, un sourire lent, complice, qui m'a fait frissonner. J'aurais dû détourner le regard, ignorer l'attirance que je ressentais pour lui, mais je ne l'ai pas fait. J'ai soutenu son regard, sentant une sensation d'inévitabilité s'installer en moi. Il ne lui a pas fallu longtemps pour me rejoindre. Il se déplaçait avec la confiance de quelqu'un qui avait l'habitude d'obtenir ce qu'il voulait. Il a commandé un autre verre, son regard ne quittant jamais le mien, puis il s'est tourné vers moi, sa voix basse et suave. « Tu ne sembles pas être quelqu'un qui appartient ici », a-t-il dit avec un accent marqué. J'ai levé un sourcil, piqué par la curiosité. « Oh, et où est-ce que j'appartiendrais ?»« Ailleurs », a-t-il répondu avec un sourire. « Quelque part avec plus d'aventure, plus de danger. » J'ai ri, mais une partie de moi se demandait s'il avait raison. Était-ce pour cela que j'étais venue en Espagne? Pour chercher le danger, l'aventure, peut-être. Ou peut-être que je fuyais simplement une vie que je ne pensais pas pouvoir gérer. Nous avons passé la nuit à parler, à boire et à danser. Raphaël était tout ce que Jacques n'était pas, sauvage, imprévisible, un peu imprudent. Il me faisait me sentir vivante d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années. Avec lui, je n'étais plus Evelyne la fiancée. Je n'étais plus accablée par les responsabilités ou la culpabilité. J'étais juste une femme, libre de faire ce que je voulais, libre des conséquences. Quand nous nous sommes embrassés, c'était comme si une étincelle allumait un feu. Toute l'agitation, tous les doutes que je portais en moi ont disparu. À ce moment-là, je ne pensais ni à Jacques, ni à la vie qui m'attendait à la maison. Je ne pensais qu'à Raphaël, à la façon dont ses mains se posaient sur ma peau, à la manière dont ses lèvres bougeaient contre les miennes. Je ne suis pas rentrée à mon appartement cette nuit-là. Me réveiller le lendemain matin dans le lit de Raphaël a été comme être frappée par une vague de réalité glaciale. Le frisson de la veille avait disparu, remplacé par un sentiment de culpabilité et de honte. Qu'avais-je fait? Comment? Avais-je pu en arriver là? Je suis sortie du lit aussi silencieusement que possible, veillant à ne pas réveiller Raphaël, et je suis retournée à mon appartement. Les rues de Barcelone semblaient maintenant différentes, plus sombres d'une certaine manière. Le soleil brillait, la ville était aussi belle que jamais, mais je ne pouvais pas me défaire de l'impression que j'avais tout gâché. J'ai vérifié mon téléphone dès mon retour, le cœur serré en voyant le message de Jacques. Il m'avait envoyé un texto tard dans la nuit, me demandant si tout allait bien, me disant qu'il me manquait et qu'il avait hâte que je rentre. Mes mains tremblaient en tapant une réponse, mentant effrontément. Désolée de ne pas t'avoir appelé hier soir. Je me suis retrouvée avec de nouveaux amis à une fête sur la plage et j'ai fini par dormir chez eux. Je t'appelle plus tard ce soir. La culpabilité était étouffante. Jacques ne méritait pas ça. Il ne méritait ni les mensonges, ni la trahison, ni la douleur que j'étais sur le point de lui infliger. Mais je n'étais pas prête à affronter la vérité. Pas encore. Je me disais que je pouvais garder ce secret, que cela ne devait rien changer. Mais au fond de moi, je savais que tout avait déjà changé. Quand j'ai quitté l'avion pour rentrer chez moi, Jacques m'attendait avec ce même sourire chaleureux, ces mêmes yeux pleins de confiance. Il m'a prise dans ses bras, m'a embrassée doucement, et pendant un instant, je me suis laissé croire que peut-être, juste peut-être, tout irait bien. Mais la vérité pesait lourd sur moi, bien plus que je ne l'aurais imaginé. Chaque fois que Jacques me regardait avec amour dans les yeux, je sentais la culpabilité me ronger de l'intérieur. Je voulais tout avouer,
lui dire ce que j'avais fait, mais je n'en avais pas le courage. J'avais trop peur de le perdre, de briser la vie que nous avions construite ensemble. Jacques a remarqué mon changement presque immédiatement. Je suis devenue distante, m'éloignant de lui tant émotionnellement que physiquement. Il m'a demandé comment s'était passé le voyage, mais je ne lui ai donné que le strict minimum, des histoires sur l'architecture, les plages, la nourriture. J'ai laissé de côté Raphaël, j'ai laissé de côté la trahison. Pendant des semaines, j'ai essayé d'enterrer la culpabilité, mais elle revenait sans cesse, comme une blessure qui ne guérit pas. Et puis, juste au moment où je pensais ne plus pouvoir supporter le poids de mon secret, j'ai découvert que j'étais enceinte. La grossesse aurait dû être une bénédiction. Jacques et moi avions toujours parlé de fonder une famille, d'élever des enfants ensemble. Mais quand j'ai vu le test positif, tout ce que j'ai ressenti, c'était de la peur. Le timing était trop proche. Je ne pouvais pas être certaine que le bébé était de Jacques ou de Raphaël, et cette incertitude m'a dévorée. Je voulais être heureuse, je voulais embrasser l'idée de la maternité, mais le doute a tout éclipsé. Je n'ai pas parlé de mes craintes à Jacques. Je l'ai laissé croire que le bébé était de lui, que nous étions sur le point de commencer la famille dont nous avions toujours rêvé. Il était aux anges, faisant déjà des plans pour la chambre du bébé, parlant de prénoms et de vêtements pour enfants. Et je jouais le jeu, forçant un sourire, cachant la terreur qui me rongeait chaque fois que je pensais à ce qui pourrait arriver si le bébé n'était pas de lui. Au fur et à mesure que la grossesse avançait, mon anxiété ne faisait que grandir. J'évitais de regarder de trop près les échographies, de peur d'y voir quelque chose qui trahirait la vérité. Jacques, quant à lui, était aux anges, aux petits soins pour moi, s'assurant que je ne manquais de rien. Cela ne faisait qu'empirer les choses. Il ne méritait pas ça. Il ne me méritait pas. Il était inévitable que Jacques découvre la vérité. Les secrets comme le mien ne restent pas enfouis éternellement. Cela s'est produit un soir, après des semaines de tension entre nous. J'avais été négligente, laissant mon téléphone sur la table basse pendant que je prenais une douche. Quand je suis revenue, Jacques était assis là, mon téléphone à la main, le visage livide. « Que fais-tu avec mon téléphone ?» ai-je demandé, essayant de garder ma voix calme. Jacques a levé les yeux vers moi, ses yeux remplis d'une douleur que je n'avais jamais vue auparavant. « Est-ce que c'est vrai ?» demanda-t-il d'une voix à peine audible. « Est-ce que tu m'as trompée en Espagne ?» Je suis restée figée. La pièce semblait tourner autour de moi, les murs se refermant. Je pouvais sentir le poids du mensonge, de la trahison, m'écraser. C'était le moment que je redoutais depuis le jour où j'étais rentrée à la maison. J'aurais pu lui dire la vérité à ce moment. Là, tout lui avouer, implorer son pardon. Mais au lieu de cela, j'ai réagi violemment. « Ce qui s'est passé en Espagne ne te regarde pas », ai-je lancé, croisant les bras de manière défensive. Le visage de Jacques s'est décomposé de stupeur. « Ne me regarde pas, Evelyne, nous sommes mariés, nous avons une famille. Comment peux-tu dire que ça ne me regarde pas ?» Je me suis détournée, incapable de le regarder en face. « Les gens font des erreurs, Jacques. C'était une erreur. Passe à autre chose. » Sa voix s'est brisée en répondant. « Une erreur ? Nous sommes censés être une famille, Evelyne. Qu'en est-il du bébé ? Est-elle même de moi ?» Les mots m'ont frappée comme un coup physique. J'avais évité cette question pendant si longtemps, espérant qu'une manière ou une autre cela n'irait pas jusque-là. Mais voilà, la vérité pendait entre nous comme une corde prête à se resserrer. « Je ne sais pas », ai-je murmuré, ma voix à peine audible. « Je ne sais pas si elle est de toi. » Les jours qui ont suivi cette confrontation ont été les plus longs de ma vie. Jacques me parlait à peine, ses yeux remplis de colère et de douleur chaque fois qu'il me regardait. Je pouvais sentir la distance grandir entre nous, un mur infranchissable que ni lui ni moi ne savions comment escalader. Le test ADN était inévitable. Nous ne pouvions pas vivre avec cette incertitude. Jacques a insisté pour le faire, et bien que je redoutais les résultats, je savais que nous avions besoin de la vérité. Nous sommes allés à la clinique ensemble, l'air entre nous était lourd de mots non prononcés. Je tenais Lily dans mes bras pendant qu'il prélevait un échantillon de sa bouche minuscule, mon cœur se brisant en regardant ses yeux innocents. L'attente des résultats a été atroce.
Jacques ne restait presque jamais dans la même pièce que moi, et quand il le faisait, la tension était palpable. Il s'éloignait de moi, et je savais qu'une fois les résultats obtenus, ce qui restait de notre relation volerait en éclats. Quand le jour est finalement arrivé, Jacques a ouvert l'enveloppe en silence. Je l'ai regardé lire le papier, son visage devenant livide. Il m'a tendu les résultats sans un mot, et j'ai senti le monde s'effondrer autour de moi. Lily n'était pas de lui. Jacques n'a rien dit après cela. Il a simplement fait ses valises et est parti, emmenant Lily avec lui. Jacques n'a rien dit après cela. Il a simplement fait ses valises et est parti, emmenant Lily avec lui. La maison semblait vide, creuse, un écho de la vie que nous avions construite ensemble et qui s'effondrait devant mes yeux. Je suis restée assise dans la chambre de Lily pendant des heures, fixant le berceau que nous avions monté ensemble, les petits vêtements que nous avions achetés, tout cela devenu des souvenirs d'un futur qui n'existerait jamais. Lorsque Jacques a demandé le divorce, je n'ai pas résisté. Comment aurais-je pu? J'avais tout détruit, tout ce que nous étions censés être. J'ai tenté de me battre pour la garde de Lily, mais au fond de moi, je savais que je ne la méritais pas. Jacques était le meilleur parent, le plus stable, le plus aimant. Moi, j'avais menti, trompé et ruiné nos vies. Au final, Jacques a obtenu la garde principale. Le tribunal a vu à travers mes mensonges et les gens autour de nous, nos amis, notre famille, ont lentement commencé à se ranger de son côté. Je suis restée seule, mon monde s'effondrant autour de moi, avec pour seule compagnie la culpabilité qui me hantait depuis cette nuit en Espagne. Les années ont passé et la colère que j'avais cultivée pendant si longtemps a lentement commencé à s'estomper. Je ne pouvais plus me battre, je n'avais plus la force. Jacques avait avancé dans la vie, reconstruit un nouvel univers avec Lily, tandis que moi, j'étais restée piégée dans les conséquences de mes actions. Lorsque Jacques m'a contactée pour me demander de parler, j'ai été surprise. Une partie de moi ne voulait pas le revoir, ne voulait pas affronter la réalité de ce que j'avais fait. Mais j'ai accepté, sachant qu'il était temps, enfin, de tirer un trait sur le passé. Nous nous sommes retrouvés dans un café et tandis que je m'asseyais en face de lui, je pouvais voir à quel point il avait changé. Il était plus fort maintenant, plus confiant, plus en paix avec lui-même. Je reconnaissais à peine l'homme que j'avais épousé. « Je veux du closure », a-t-il dit d'une voix calme et posée. « Pour nous deux et pour Lily. » J'ai hoché la tête, incapable de prononcer un mot. « J'ai fait la paix avec ce qui s'est passé », a-t-il continué. « Mais Lily mérite de grandir dans un environnement stable et aimant, et je compte lui offrir cela. » J'ai ressenti une vague de culpabilité, mais je l'ai repoussée. « Que veux-tu que je dise, Jacques? Que je suis désolée? Que je regrette tout? » Il m'a regardée avec une tristesse que je n'avais encore jamais vue dans ses yeux. « Je n'attends pas d'excuses, Evelyne. Je veux juste que tu respectes les limites que nous avons fixées. Lily est heureuse, et je ne veux rien qui puisse mettre cela en danger. » J'ai poussé un soupir, ressentant tout le poids de ces mots. « Je comprends, Jacques. Je respecterai ses limites. » Alors que je le regardais s'éloigner, j'ai ressenti un étrange sentiment de soulagement. Pour la première fois depuis des années, j'ai réalisé que Jacques tournait vraiment la page, et peut-être, juste peut-être, je pouvais le faire aussi. La vie continue, que l'on soit prêt ou non. Pendant longtemps, j'ai cru que tout s'était arrêté à l'instant où j'ai pris cette terrible décision en Espagne. Je me suis convaincue que ma vie ne se remettrait jamais de cette trahison, que je resterais toujours prisonnière des conséquences de mes erreurs. Mais le temps a une manière de continuer d'avancer, même quand on a l'impression que tout s'effondre. Je pense encore à Jacques parfois. Comment pourrais-je ne pas y penser? Il a été mon ancre pendant tant d'années, ma présence rassurante lorsque tout le reste semblait hors de contrôle. Je me demande parfois s'il pense encore à moi, ou si je ne suis qu'un souvenir lointain dans la vie qu'il a construite sans moi. Cela ne me surprendrait pas si c'était le cas. Jacques a toujours eu cette force tranquille, cette détermination à avancer, même lorsque les choses étaient difficiles. J'ai entendu dire qu'il est avec quelqu'un maintenant, une femme qui s'intègre à sa vie d'une manière que je n'ai jamais vraiment pu. D'après ce que j'ai entendu, elle est tout ce qu'il mérite, calme, stable, patiente. Je les imagine avec une maison remplie de chaleur,
quelque chose que je n'ai jamais réussi à lui offrir. Et même si cela fait mal parfois, je suis sincèrement heureuse pour lui. Il mérite la paix et je sais que je ne pourrai jamais lui avoir donné cela. Je n'ai jamais été la personne dont il avait besoin. Il y a un certain réconfort dans le fait de savoir que Jacques a trouvé le bonheur, même si c'est sans moi. Je lui ai fait du mal de manière que je ne l'avais jamais voulu et je dois vivre avec cela. Mais savoir qu'il a guéri, qu'il a construit une vie qui n'est pas définie par mes erreurs, me procure une certaine paix. Lily, elle, n'est jamais loin de mes pensées. Elle a tellement grandi ces dernières années et chaque fois que je la vois, je suis frappée par à quel point elle me rappelle à la fois Jacques et moi-même. Elle a son calme, cette force tranquille que je cherchais autrefois à ses côtés, mais elle a aussi mon étincelle. Elle adore dessiner, créer, et lorsqu'elle se perd dans son art, c'est comme si elle entrait dans son propre petit monde. C'est à ce moment-là que je me reconnais en elle, la fille que j'étais autrefois, pleine de rêves et d'imagination, avant que la vie ne devienne trop compliquée. Je ne vois pas Lily aussi souvent que je le voudrais. Jacques a la garde principale et je ne la vois que les week-ends de temps en temps, pendant les vacances, si j'ai de la chance. C'est difficile de savoir que je ne joue pas un rôle aussi important dans sa vie que j'avais toujours imaginé. Il y a des jours où je me demande si elle me posera un jour des questions sur ce qui s'est passé, si elle voudra connaître toute l'histoire. Et quand ce jour viendra, je devrai lui dire la vérité. Mais pour l'instant, je la protège de tout cela. Elle est trop jeune pour comprendre le poids de mes erreurs, et je ne veux pas la charger de cela. Elle est heureuse, et c'est tout ce qui compte. Je le vois dans sa manière de rire, dans la façon dont elle parle de l'école et de ses amis, dans son enthousiasme à raconter ses aventures avec Jacques. Je sais qu'elle est entre de bonnes mains avec lui. Il est un père formidable, le genre de père que j'ai toujours su qu'il serait. Il lui offre la stabilité que je n'ai jamais pu lui donner, et pour cela, je lui en suis reconnaissante. Il y a des moments, cependant, où la jalousie me ronge. Pas la jalousie vis-à-vis de Jacques, mais celle du temps perdu avec Lily. Je déteste l'idée que quelqu'un d'autre soit là pour elle, que quelqu'un d'autre vive les moments que je manque. Mais c'est le prix à payer pour mes choix. J'essaie de ne pas trop m'y attarder. Je me concentre sur le temps que j'ai avec elle, sur l'importance de ses week-ends et de ses vacances. Nous allons ensemble au musée, nous faisons de la pâtisserie dans ma petite cuisine et nous passons des heures à parler de tout ce qu'elle aime. Je chéris chaque seconde. Quant à moi, eh bien, je suis encore en train de me reconstruire. Après le divorce, j'ai eu l'impression de flotter dans un étrange entre-deux, ne sachant pas où était ma place ni qui j'étais. La culpabilité, la honte, elles me suivaient partout. Mais peu à peu, j'ai commencé à me reconstruire. J'ai déménagé dans une nouvelle ville, j'ai commencé à travailler comme graphiste indépendante et petit à petit, j'ai retrouvé une partie de moi-même. Ce n'est pas une vie glamour, mais c'est la mienne et pour l'instant, cela suffit. Je n'ai pas beaucoup fréquenté d'autres personnes depuis Jacques. Comment pourrais-je faire confiance à quelqu'un, laisser quelqu'un entrer dans ma vie à nouveau? Cela semble impossible après ce que j'ai fait. J'ai brisé la confiance de la personne qui croyait en moi plus que quiconque, et je ne suis pas sûre de pouvoir me pardonner cela un jour. Mais j'apprends. J'apprends à vivre avec mon passé, j'apprends à me pardonner, même si je n'y suis pas encore totalement arrivée. Il y a encore des jours où la culpabilité refait surface, des jours où je me demande ce qui aurait pu se passer si je n'étais pas allée en Espagne, si je n'avais pas rencontré Raphaël, si je n'avais pas fait ce choix. Mais je ne peux pas vivre éternellement dans ces « et si ». J'ai appris cela. La vie ne arrête pas pour que l'on s'attarde sur ses erreurs. Elle continue et tu dois avancer avec elle, ou bien tu restes en arrière. J'essaie d'avancer. Raphaël n'est plus qu'un lointain souvenir maintenant, un moment éphémère qui est venu et reparti avec la marée. Je ne pense plus beaucoup à lui, et quand je le fais, c'est avec une sorte de détachement. Il n'a jamais vraiment fait partie de ma vie. Il n'était qu'une échappatoire, une parenthèse qui m'a consumée pendant un court instant. Avant, je me demandais ce qui se serait passé si je lui avais parlé de Lily, mais maintenant, je sais que cela n'aurait rien changé. Il n'était pas destiné à rester, il était juste le catalyseur de tout ce qui a suivi. Parfois,
Dans les moments de calme où je suis seule avec mes pensées, je pense à l'avenir. Je me demande si je finirai par tourner complètement la page, si je trouverai quelqu'un qui m'aimera malgré mes défauts, malgré les choix que j'ai faits. Mais ensuite, je me rappelle que je ne suis plus la même personne qu'avant. J'ai changé, j'ai grandi, et même si je ne retrouve peut-être jamais l'amour que j'avais avec Jacques, j'ai appris à m'aimer à nouveau d'une manière que je n'avais jamais fait auparavant. Je n'ai peut-être pas la vie que je pensais avoir, mais j'ai une vie, et elle est à moi. J'ai fait la paix avec mon passé, avec les choix que je ne peux pas défaire, et je suis prête, enfin prête, à aller de l'avant. Lily sera toujours mon ancre. Elle est la raison pour laquelle je continue d'avancer, la raison pour laquelle je surmonte la culpabilité et le doute. Je veux qu'elle grandisse en sachant que sa mère n'était pas parfaite, mais que j'essaie. Chaque jour, j'essaie d'être meilleure, d'être quelqu'un dont elle pourra être fière. Il reste encore un long chemin devant moi, mais je le parcours désormais, pas à pas. Et peut-être que c'est tout ce que je peux faire, continuer d'avancer. Pour l'instant, c'est suffisant. Si vous avez aimé cette histoire de trahison, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne.